BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Jean-Marc Jancovici est avec nous. Bonjour Jean-Marc Jancovici, merci beaucoup de venir nous voir, spécialiste du climat, ingénieur. On parlera dans la deuxième partie de cette interview de ce que vous faites avec votre cabinet conseil qui s'appelle Carbone 4 et de la façon finalement dont les entreprises prennent ce sujet au sérieux, peut-être davantage que les citoyens. Parce que moi je voulais d'abord parler avec vous d'un élément que vous mettez sur la table et qui est de dire en fait on ne fait pas assez peur aux gens. Je vous ai vu dire à un de mes confrères, on n'a jamais vu quelqu'un descendre de son 4x4 parce qu'un ours polaire était à la dérive sur un glaçon. Je me suis dit, il a raison Jean-Marc Jancovici, je n'ai pas peur. Non, je n'ai pas peur. En fait, c'est exactement le thème d'un des chapitres d'un livre que je viens de sortir. Absolument. Qui est de dire que mais c'est à leur corps défendant, parce qu'ils n'ont pas fait exprès, mais dans la manière dont le dossier a été vulgarisé par le monde médiatique sur la base du dossier scientifique. On s'est focalisé sur un objectif qui est loin, 2100. On n'arrête pas de parler en matière de changement climatique de ce qui se passera en 2100. En 2100, tout le monde sera mort, donc tous les gens qui nous écoutent seront morts, sans exception, en 2100. Et la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on se focalise sur un indicateur sur lequel les gens se méprennent, qui est une température. Parce qu'une température, ça fait peur à personne. Quelques degrés de variation, ça fait peur à personne. Et quand on doit illustrer, parce que les médias modernes ont besoin d'avoir des images pour illustrer. En général, les dégâts du changement climatique en France, vous avez deux choses auxquelles vous n'échappez pas. C'est soit la banquise qui fond et l'ours blanc qui se lamente dessus, soit un ouragan avec des gens très malheureux. Mais en France, nous n'avons pas d'ouragan. Enfin, on a des tempêtes de temps en temps, mais il n'y en a pas d'ouragan et il n'y a pas d'ours blanc et pas de banquise. D'accord. Donc les gens ne voient pas que le problème puisse être ennuyeux. Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Oui, mais vous dessinez derrière des catastrophes qui, alors j'ai l'impression, vont beaucoup trop loin. Peut-être que l'ours polaire, ça va pas assez loin dans les dégâts que pourrait apporter le réchauffement climatique. Mais quand vous nous dites que la guerre en Syrie est provoquée par le réchauffement climatique, vous-même, Jean-Marc Jancovici, alors pour le coup, vous allez beaucoup trop loin. Je ne vais pas beaucoup trop loin. Je dis qu'il y a un déterminant énergie et climat dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors le déterminant énergie, il commence au début du XXe siècle. Il ne vous aura pas échappé que les États du Moyen-Orient ont toutes des frontières toutes droites. Et ils ont des frontières toutes droites parce qu'à l'époque on s'est partagé les champs de pétrole et on n'a pas dit tiens on va mettre tous les chiites d'un côté, tous les sunnites de l'autre. Ce sont les frontières de la colonisation, Jean-Marc Jancovici. Exactement. En Afrique aussi, sans pétrole, ils ont des frontières toutes droites, il y a des frontières toutes droites entre... Parce qu'on s'est partagé les ressources à chaque fois. À chaque fois on s'est partagé les ressources. Bon, et donc, au Moyen-Orient, on s'est partagé le pétrole. Donc, c'est explicite. L'Irak est une création anglaise, la Syrie est pour partie une création française, etc. Donc, vous avez un premier déterminant pétrole qui date de cette époque-là, oui, mais qu'on paye pour partie aujourd'hui. Vous avez un deuxième déterminant énergétique qui a causé une partie, enfin, qui est à l'origine des printemps arabes, c'est l'absence de touristes à partir de 2009. Dans les pays qui en dépendent, alors pas la Syrie, mais la Tunisie et l'Égypte ont besoin des touristes pour payer leurs importations alimentaires. Et en 2009, les touristes ne sont pas là parce qu'il y a une crise. Et cette crise, elle est due au pétrole. C'est un choc pétrolier qui a provoqué la crise. Donc on a un deuxième déterminant énergie dans cette histoire. Le troisième déterminant climatique... Vous allez loin quand même. Non. Vous allez me parler, et c'est vrai d'ailleurs, historiquement, de très mauvaises récoltes en Russie qui ont amené un stress sur les matières premières alimentaires et qui ont amené effectivement le début de la révolution arabe en Tunisie. Et en Égypte. Et en Égypte. L'Égypte est le plus gros importateur de blé au monde. Et moi je vais vous dire, c'est pas une question climatique, c'est une question qu'on a sous-investi sur le domaine des matières premières alimentaires et c'est parce qu'on a refusé la financiarisation des matières premières alimentaires. Si vous voulez aller chercher... C'est un déterminant conjoncturel, c'est-à-dire le monde étant ce qu'il est, ce qui a causé le choc cette année-là et pas une autre année, c'est deux choses. C'est d'abord l'assèchement progressif du bassin méditerranéen qui est une cause attendue et en cours du réchauffement climatique. Et c'est un facteur de pression sur la production alimentaire méditerranéenne. Après, vous avez aussi une croissance démographique qui n'a rien à voir avec le changement climatique, qui met aussi un facteur de pression. Donc je ne dis pas que c'est la seule cause, mais je dis que dans ce qui s'est passé, vous avez des déterminants qui viennent de l'aspect énergie et climat. Mais est-ce qu'il faut vraiment nous faire peur, Jean-Marc Jancovici? Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui arrêtent de fumer si on ne leur dit pas à un moment ou à un autre, peut-être que c'est une bonne idée de le faire? Il ne faut pas que ça. Ça veut dire que vous avez le sentiment que ça ne passera que par la contrainte. Ça veut dire que ce dont on va parler tout à l'heure, c'est-à-dire l'ensemble des solutions que sont en train de créer et auxquelles sont en train de réfléchir les entreprises, ne suffira pas. Ça veut dire que si on ne met pas... Il y a deux manières de faire avancer un être humain. Il y a l'envie et la peur. La peur seule est toujours mauvaise conseillère.
Mais là, en l'occurrence, on est face à un problème qui est trop important pour que l'envie seule soit suffisante. Donc à un moment, il faut quand même se dire oui, il faut le faire. Et le oui, il faut le faire, traditionnellement, ça s'appelle une contrainte. On a collectivement accepté l'idée qu'il fallait payer des impôts. Alors certains trouvent qu'on en paye trop, d'autres qu'on n'en paye pas assez, mais peu importe, on est quand même, personne ne prône le fait qu'on supprime la totalité des impôts. Eh bien, à partir du moment où on accepte ça, derrière, il y a une contrainte, il y a un truc qui s'appelle le fisc, qui vous court derrière si vous ne les payez pas, etc. Donc oui, quand on se dit il faut faire les choses, ça devient légitime de temps en temps qu'on ait une contrainte et qu'on la respecte. Vous n'avez pas peur que cette peur suscite un sentiment de rejet ? C'est toujours le risque. Il y a une partie de la population qui rejette totalement l'ensemble de ces questions, justement parce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse peur. Mais comme il y a une partie des gens qui viennent dans ce studio qui disent il y a trop d'impôts, il faut donner, etc. Donc tous les gens qui viennent dans ce studio, il y a trop d'impôts, je vous rassure là-dessus. Bon, donc à un moment, c'est évident que la contrainte suscite toujours une forme de rejet. Il faut l'enjeu de cette affaire, c'est justement d'essayer de faire partager la connaissance qui est objectivement pas très rassurante sur le dossier du changement climatique, pour qu'on suscite une adhésion au fait qu'il va vraiment falloir se remuer. Et se remuer, c'est des défis à relever. Un défi, c'est à la fois des efforts et des satisfactions. Mais vous avez toujours les deux. On parle de la façon dont justement les entreprises prennent la mesure de ce défi, alors pour le coup, et à travers ce que vous faites vous-même et votre cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4. Tout cela dans un instant, 8h16, c'est BFM Business. BFM Business. Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good morning business. On continue à discuter avec Jean-Marc Jancovici. Avant de parler de ce que vous faites au cœur de Carbone 4 et de la façon dont les entreprises prennent conscience pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais en tout cas sont en train d'agir, juste un mot, il y a un affrontement nord-sud dans cette histoire quand même. Il y a un sud, l'Inde par exemple dont on parle assez peu, est très très clair. Le gouvernement Modi est très très clair. Aucune contrainte. Nous avons besoin du charbon et des bonnes vieilles centrales à fioul pour nous développer. Fermez le banc. Ce que dit le gouvernement Modi est probablement le reflet de sa contrainte interne. L'Inde, c'est une mosaïque, c'est une immense démocratie, c'est assez souvent le bazar, soit dit en passant. C'est vrai. C'est une constellation d'ethnies différentes, de religions différentes, etc. Donc en fait, Modi, à mon avis, il ne dit qu'une seule chose. Il dit mais quand bien même je m'engagerai à quelque chose, j'ai pas les moyens de le faire respecter en interne. Oui, mais tout de même, cette idée de dire prix du carbone élevé, par exemple, et cette idée de dire bon bah c'est pas très grave, les Africains paieront un peu plus cher leur développement, les Indiens paieront un peu plus cher leur développement, les Chinois paieront un peu plus cher leur développement, on comprend qu'ils aient du mal à l'accepter. Au nom de quoi? Alors, je pense que la Chine et l'Inde, c'est deux cas de figure qui sont extrêmement différents. La Chine n'est pas une démocratie. C'est la clé. La Chine est un pays qui raisonne long terme assez facilement, ceci allant avec cela. Et la Chine a par exemple déjà mis sur la table des visions de l'avenir où d'ici quelques dizaines d'années, évidemment quelques dizaines d'années, son approvisionnement électrique serait basé pour partie sur le nucléaire et pour partie sur les renouvelables. Donc ils ont déjà dit des choses qui vont dans le sens de ce qu'on a envie, nous, d'entendre. Ouais. La Chine, soit dit en passant, est capable de faire des choses inimaginables en France. Quand le gouvernement chinois dit je vais fermer les 6% d'usines les plus polluantes, c'est comme si chez nous les DREAL débarquaient en disant je vais fermer 6 usines sur 100. Je ne sais pas si vous imaginez le tableau. Donc la Chine est capable de faire des choses. Oui, mais enfin, je ne suis pas sûr que ce régime politique justement qui lui donne cette capacité de faire les choses soit un régime enviable, Jean-Marc Jancovici quand même. C'est-à-dire il faut... Vous savez que Attendez, à la question fondamentale, parce que je vous vois venir, là, il faut renoncer à la démocratie pour sauver la planète? La question fondamentale, moi je la pose dans l'autre sens, c'est est-ce que notre insouciance sur... vous savez, la planète, c'est le seul vaisseau spatial habitable que nous connaissions. Si on le fiche en l'air, notre PIB va pas aimer, d'accord? Donc il ne faut pas croire qu'on peut avoir d'un côté une économie qui se porte bien et de l'autre côté une planète qui se porte mal. À un moment ou à un autre, si la planète entre guillemets va pas bien, c'est-à-dire si les ressources sur lesquelles on base notre système productif sont pas là, il n'y a pas de système productif derrière. Donc quand on s'occupe de l'environnement, il ne faut pas voir ça comme c'est séparé des hommes et on fait ça parce que c'est un supplément d'âme, etc. Il faut le voir comme quelque chose de très égoïste au sens collectif, pas au sens individuel, de très égoïste qui est, si on fiche en l'air notre vaisseau spatial, on va vraiment pas aimer. Donc l'idée qu'il faudrait refuser les contraintes parce qu'on peut vivre dans un monde sans contraintes et continuer à jouir de tout sans qu'à aucun moment on en paye la facture, malheureusement, c'est pas une vision économique correcte. Si, et justement, c'est ce dont on a parlé. Mais si, parce que les entreprises sont en train de trouver des solutions. Alors, parce que l'efficacité énergétique est en train de vous donner une puissance que personne n'imaginait il y a encore 10 ans, Jean-Marc Jancovici. C'est vrai et c'est faux. Je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Allez-y. Si vous regardez comment a évolué l'efficacité énergétique de l'économie mondiale, sur les 15 dernières années, ça n'a pas bougé. Zéro. C'est la même qu'il y a 15 ans.
Donc ça veut dire que si vous prenez le problème de manière globale, les choses ne s'améliorent pas. Maintenant, si vous prenez certains sous-ensembles avec certains acteurs particuliers, certaines applications particulières, là vous allez trouver des progrès. Mais si globalement ça ne bouge pas, ça veut dire qu'ailleurs, il y a des secteurs où au contraire, ça se dégrade. Mais il est temps que ça se diffuse. Mais il faut que ça se diffuse, non? Oui, ça dépend. Il y a des choses qui, quand ça se diffuse... Ça va ruisseler comme oui, le je sais reste. pas. Est-ce que l'Espagne, par exemple, faut attendre que ça se diffuse? Parce que l'Espagne a une efficacité énergétique de son économie aujourd'hui qui est la même qu'il y a 50 ans. La Turquie a dégradé la sienne, le Brésil a dégradé la sienne, le Vietnam a dégradé la sienne, les Philippines ont dégradé la leur, etc. Donc vous avez plein de pays. Donc vous dites bullshit, efficacité énergétique. Je dis pas bullshit, je dis le temps fera son œuvre et le progrès diffuse nécessairement dans un sens. Je vous dis non, c'est pas ce que disent les chiffres. Ça ne veut pas dire qu'on puisse rien faire. Ça veut juste dire, je reste assis dans mon canapé et les ingénieurs vont bosser pour moi dans la bonne direction. Je dis ça marche pas. C'est un peu le sentiment que j'ai, ouais. Et ben malheureusement, c'est pas ce que disent les chiffres. C'est aussi un peu le sentiment que j'avais avant de regarder les chiffres. Et malheureusement, c'est pas ce que disent les chiffres. Bon, donc si vous faites un peu de fact-checking, comme on dit, eh ben ça marche pas. Par contre, on peut l'avoir si on le veut. Et si on le veut, vous vous rendez compte que vous avez toujours deux choses que vous devez mettre dans le même panier. Vous devez mettre de la technique, ça oui, vous devez mettre de la créativité, de l'innovation, etc. Mais vous devez mettre de l'économie. Et donc on retombe sur la contrainte que vous n'aimez pas. Vous avez le droit. Non, mais j'ai le sentiment que ça ne marchera pas. C'est ça l'histoire de cette contrainte. Bien sûr que si, ça marche. On a dit les gens doivent boucler leur ceinture de sécurité. Au début, on a dit ça marchera pas. Les gens le font. On a dit vous devez amener votre voiture au contrôle technique. Au début, ça marchera pas. Les gens le font. Et on dit vous n'avez pas le droit de tuer votre voisin s'il fait trop de bruit. Vous le faites. Bon. Donc à un moment, la contrainte, elle est là. On l'accepte. Bon. Et on a même fait pire que ça. On a dit à un moment fumer c'est pas bon pour la santé, donc on accepte l'idée que c'est interdit de fumer dans les lieux publics et globalement les gens le respectent. Bon. Donc la contrainte, si elle est comprise, c'est ça c'est la pédagogie de la contrainte qui est importante. Et on en revient au début, l'idée de faire peur. Absolument. Donc si on la comprend, on l'accepte et à ce moment on transforme la contrainte en défi. C'est parce que la montagne est haute que c'est un défi de monter dessus et quand vous y arrivez, vous êtes particulièrement content et que même vous dites que les gens qui sont montés dessus sont des gens super, etc. Ben ça, il faut voir le problème de la décarbonation de l'économie comme une grosse montagne sur laquelle il faut monter. Et donc il y a des contraintes absolument, mais il y a aussi des satisfactions. Deux, trois histoires de ce que vous faites au quotidien avec votre cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4 et qui accompagne justement les entreprises qui veulent essayer de bouger. Deux, trois exemples, il nous reste 2 minutes 30 à peu près. Alors on essaye. On s'occupe beaucoup de tout ce qui est amélioration de la performance du bâtiment. Donc on essaye d'aider des acteurs de ce secteur-là à soit mieux se faire entendre, soit voir comment ils pourraient se positionner pour qu'on accélère le rythme de la rénovation des bâtiments déjà construits. Parce que vous savez, casser les bâtiments pour les reconstruire, en France, le rythme actuel, c'est 1 pour 1000. C'est-à-dire chaque année, il y a 1 pour 1000 du parc. Si vous voulez décarboner les bâtiments en 30 ans, ça ne le fait pas. Absolument. Donc on essaye d'aider des acteurs qui sont dans ce domaine-là à faire mieux et plus vite, on va dire, à se faire mieux entendre. Voilà un exemple. On essaye d'aider des acteurs dans le domaine de la mobilité. Qui là aussi essaye de décarboner les transports. Alors il y a des choses parfois totalement contre-intuitives et une des choses totalement contre-intuitives qui va peut-être vous amuser, c'est que quand vous regardez les choses d'un peu près et que vous regardez comment on peut décarboner les transports le plus vite possible avec les investissements les plus légers possibles, parce que si les investissements sont trop lourds, vous n'allez pas vite, eh bien vous vous rendez compte de manière très étonnante que la route est la solution à la route et le pétrole est la solution au pétrole. C'est-à-dire que la première marge de manœuvre et celle qui ira le plus vite, c'est de faire des voitures plus petites et qui consomment moins et de remplacer des voitures non pas par des RER, parce que ça, il n'y en aura pas les capitaux pour le faire très vite, mais par des autocars. Pas des autocars longue distance, des autocars périurbains. Et vous dites très justement la voiture électrique qui apparaît, c'est vrai, comme une espèce d'icône là pour lutter contre le réchauffement. Non, laissez tomber la voiture électrique. Tant qu'elle s'installe, on sera tous morts. En revanche, le moteur explosion à 2 litres, ça c'est la vraie solution. Ça, on peut le faire demain matin. Ça, on peut le faire demain matin. Enfin, demain matin, il faut quelques années, mais on peut le faire en quelques années. C'est quasiment fait, effectivement, pour les petites voitures. La seule chose qu'on ne sait pas faire en quelques années dans le cadre réglementaire européen actuel, c'est de privilégier les acteurs qui savent faire dans le déploiement de ce genre de choses. Pourquoi elles le font, ces entreprises, Jean-Marc Jancovici? C'est ma dernière question. Ils n'ont pas plus peur que moi, les patrons de ces entreprises, j'en suis convaincu. Donc pourquoi est-ce qu'ils le font? Alors, il faut leur demander pour savoir s'ils ont plus peur que vous. Et vous leur demandez. Donc je vous donnerai des noms. Et deux, ils le font parce que toute entreprise vieille comme le monde a une obligation de favoriser ses affaires, la mienne comme les autres. Et donc ils le font parce qu'ils pensent que c'est leur intérêt. Et qu'il y a une prise de conscience que très très vite, le business model pourrait se dégrader si jamais on n'évoluait pas sur ces questions. On aime à croire, même si c'est pas toujours vrai, mais de temps en temps c'est vrai, qu'ils sont convaincus du fait que d'aller dans ce sens-là est meilleur pour leurs affaires que de ne pas y aller. Ouais. Alors après c'est toujours du différentiel.
Hein, c'est pas nécessairement le monde merveilleux d'un côté et l'enfer de l'autre. Mais ils pensent que de commencer à s'orienter dans cette direction, voire de s'orienter franchement dans cette direction, c'est l'intérêt de leurs salariés et donc de leur entreprise. Merci Jean-Marc Jancovici. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur BFM Business.